Salut à tous, salut, très heureux de vous retrouver. On continue les previews pour la Coupe du Monde et on est aujourd'hui sur le groupe E et je suis très heureux d'être avec Bilal qui je sais a passé une nuit assez extraordinaire parce que on enregistre au lendemain de la victoire à la 96e minute de l'OM sur Monaco et vu comme on a souffert contre Tottenham, on tenait à le rappeler à tout le monde. Comment tu vas Bilal? Est-ce que tu as bien dormi? Alors écoute, j'ai super bien dormi effectivement pour cette belle victoire. Par contre, quand même le petit pincement au cœur ce matin pour Amin Harit, Ouais, c'était dur. parce que clairement, sur le début de saison, c'est un de nos chouchous et même, tu vois, le mercato où il attend Marseille jusqu'au bout, et cetera, ça marque forcément le cœur d'un supporter marseillais. Donc voilà, sentiment mitigé, mais on prend la victoire et on espère le meilleur établissement pour lui. Ouais, c'est triste pour lui et la Coupe du Monde va se disputer malheureusement sans lui. Nous, on parlera pas du Maroc aujourd'hui. On est sur le groupe E, donc le groupe qui est composé de l'Espagne, de l'Allemagne, du Japon et du Costa Rica, un peu le groupe de la mort. On commence tout de suite avec une équipe très séduisante, l'Espagne qui a sorti un Euro assez surprenant avec une défaite contre l'Italie dans un match magnifique, peut-être un des plus beaux matchs de la compète. Bilal, qu'est-ce que tu attends de cette équipe et sans trop nous détailler parce qu'on a des intervenants extraordinaires pour ça, où en est l'Espagne grossièrement? Bah, comme tu dis, hein, c'est demi-finale lors du dernier Euro. Depuis, c'est quand même une campagne de qualification, où ils finissent 1er en maîtrise. La Ligue des Nations où on voit qu'ils finissent pareil 1er dans une poule qui est pas facile. Ils font nul et victoire contre le Portugal, donc c'est pas rien. Après voilà, faudra voir, ça a l'air d'être le favori du groupe, mais et en plus ils ont un milieu, bon, on n'en parlera même pas tellement ça a l'air de régaler. Mais voilà, il y a peut-être des incertitudes en défense et devant, mais bon, on va voir. De toute façon, on a Val qui a pu rencontrer Elias Bailiff, qui fait des vidéos sur YouTube, qui travaille avec le média Coparena notamment. Et je pense qu'il pourra nous détailler ça. On avait laissé les Espagnols justement en demi-finale d'Euro l'année dernière. Entre-temps, il y a eu encore une fois une demi-finale de Ligue des Nations avec un contenu assez intéressant malgré l'élimination contre la France. Où en est cette équipe espagnole toujours menée par Luis Enrique aujourd'hui? Cette équipe espagnole, déjà, elle s'est qualifiée pour un nouveau Final Four de Ligue des Nations. Ça s'est joué dans le dernier match et c'était pas forcément brillant dans le contenu, mais ça a permis au pays de mettre un peu les points sur les i, on va dire, du côté de la sélection de Luis Enrique, qui a été très critiqué dans l'intervalle. Il y a eu cette espèce d'accalmie post-Euro parce que cette équipe, elle est quand même allée en demi-finale. Et puis ensuite, les critiques, elles se sont de nouveau déchaînées après l'Euro. En fait, cette accalmie, elle n'a pas duré très longtemps parce que c'est toujours le même principe. Luis Enrique, il n'a pas énormément d'amis dans la presse. Il est assez clivant comme personnage aussi. Et c'est vrai que le contenu n'était pas toujours excellent, ce qui a fait que les critiques se sont abattues sur cette équipe d'Espagne. Mais le dernier rassemblement s'est plutôt bien passé avec cette qualification pour le Final Four. Et c'est sur ça aussi que Luis Enrique a pu construire. Et c'est sur ça qu'il a capitalisé à l'heure de faire ses choix et à l'heure de revendiquer un peu tout le travail qui avait été fait, et revendiquer les bons résultats de l'équipe d'Espagne selon Luis Enrique. Il est très clivant par rapport à sa gestion de l'effectif, des choix en tant que tel de la sélection. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il a quand même. On peut dire que c'est un coach qui est quand même assez top niveau mondial. On peut le voir, j'ai l'impression, par la qualité. En tout cas, sur les grandes compétitions, sur l'Euro, on l'a vu, c'était quand même assez séduisant l'Espagne, notamment à partir des huitièmes de finale. Pourquoi justement il y a cette critique? C'est uniquement par rapport aux joueurs ou c'est plus général? Je pense que c'est plus général quand même. C'est vrai que les listes, à chaque fois qui proposent, elles font jamais consensus parce que c'est une approche très particulière que lui, il utilise à l'heure de faire ses listes. C'est-à-dire, on va pas prendre les joueurs les plus en forme, on va même pas prendre les meilleurs joueurs espagnols parce que les meilleurs joueurs espagnols, c'est les Thiago, c'est les Sergio Ramos et ils sont pas dans ces listes-là. L'idée que lui utilise, c'est je vais sélectionner les joueurs qui sont les plus à même de correspondre à mon idée de jeu, à mon modèle de jeu. Et tous les joueurs qui rentrent dans cette case-là, tous les joueurs qui sont compatibles avec mon modèle de jeu, je suis susceptible de les appeler, quand bien même ces joueurs ils s'appellent Hugo Guillamón, quand bien même ils s'appellent Eric Garcia, quand bien même ces joueurs ils n'ont pas forcément des références au top niveau ou ils sont complètement hors de forme. Donc ça déjà c'est assez clivant parce que quand on élabore une liste dans l'opinion publique, on a envie de voir les meilleurs joueurs sélectionnés.
Et c'est pas comme ça que Luis Enrique fonctionne. Ça fait plus de 2 ans que c'est le cas, mais c'est pas toujours facile de se le mettre dans la tête. Et l'autre raison pour laquelle il est clivant, c'est parce que Luis Enrique, il a jamais aimé les médias. Ça remonte à très très loin. Et il se fait un malin plaisir de les narguer. Il se fait un malin plaisir de mettre le feu aux poudres, mais qu'on lui reproche d'avoir rien gagné avec l'équipe d'Espagne. On dit oui, bah, c'est très bien, la demi-finale à l'Euro, la demi-finale en Ligue des Nations ou la qualification pour ce nouveau Final Four en LDN, mais c'est pas un titre, c'est pas un trophée. Alors voilà, il y a cette espèce de petit jeu qui se met en place où il aime narguer les journalistes le lui rendent bien. Hier, il y a plusieurs fois dans la conférence de presse où il dit « je vais pas répondre à cette question ». Cette deuxième question que vous me posez, bah tiens, je vais pas y répondre non plus. C'est très drôle quand on voit ça de l'extérieur, mais c'est un peu moins drôle peut-être quand ce côté tellement frimeur, ce côté où il nargue les gens, ça lui évite de justifier ses choix. Et footballistiquement, est-ce qu'il y a beaucoup de reproches par rapport à son jeu ou est-ce que ça se porte uniquement sur son attitude et sa façon de sélectionner les joueurs? Ouais, alors, il y a certains reproches par rapport à son jeu, mais là, je nuancerais parce que j'ai pas l'impression que c'est des reproches qui sont plus importants que les reproches qui ont pu être faits par le passé à la sélection. En 2018, quand c'est Fernando Hierro qui était à la barre durant la Coupe du Monde, ces mêmes reproches, je crois qu'ils existaient déjà. Je pense que c'est inhérent à la façon dont l'Espagne joue en règle générale. Les critiques sur le jeu, elles émanent après un mauvais match, généralement, où l'Espagne a rien fait. Et c'est des critiques qui sont assez légitimes. Le reste du temps, c'est des critiques qui sont pas différentes des critiques qu'on a pu faire à ses prédécesseurs, je pense. Du coup, on va parler un petit peu des joueurs quand même de cette équipe. Quel a été ton ressenti, toi, par rapport à cette liste-là? Est-ce qu'il y a des absents particuliers? On va évidemment parler de Sergio Ramos, je pense. Est-ce qu'il y a des bonnes surprises? Et comment tu juges, toi, cette liste? Je pense que c'est pas une liste qui est si surprenante que ça quand on se place de la perspective de Luis Enrique. Quand on prend en compte ce qu'il a fait par le passé, sa dernière liste, et on la compare avec ce qui a été fait quand il l'a annoncé vendredi, c'est pas si surprenant que ça, parce que les joueurs dont on pourrait se dire, mais ils sont complètement hors de forme, ils ont pas le niveau, ils ont déjà été sélectionnés par le passé. Luis Enrique, il avait dit une chose hyper intéressante. On lui posait la question au sujet de Marco Asensio. On lui disait, mais Marco Asensio, ces temps, il est pas bon. Qu'est-ce que vous privilégiez? Les matchs en club? La majorité des matchs que Marco Asensio joue, c'est avec son club, ou ce qu'il fait en sélection. Luis Enrique dit, si j'ai le choix, moi, je vais plutôt faire confiance à ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce que Marco Asensio a fait avec moi en sélection. Ça vaut pour Marco Asensio, ça vaut pour Morata, ça vaut pour Ferran Torres, ça vaut pour, je sais pas moi, un Marco Llorente qui est pas hyper bon ces temps, un Koke qui revenait tout juste d'une absence, ça vaut pour les centraux, ça vaut pour tout le monde. C'est pas des surprises de voir des joueurs qui ont déjà été appelés par le passé, que Luis Enrique, auquel Luis Enrique fait confiance pour jouer son football. Les petites surprises qu'il peut y avoir, c'est peut-être le fait que l'Espagne part sans deuxième neuf à l'Euro. Il y a juste Álvaro Morata, Borja Iglesias, il n'a pas été appelé. Et ça, peut-être, ça peut surprendre. Ensuite, Luis Enrique s'en est expliqué hier en disant qu'il y a plusieurs joueurs qui pouvaient jouer à ce poste-là. Mais quand à l'international, on s'émeut peut-être des absences de Thiago, en Espagne, c'est pas trop le cas. Parce que Thiago, il a jamais compté pour Luis Enrique. Thiago, il a jamais été très très bon en sélection. Il a souvent été décevant. Et que maintenant, l'Espagne, elle a son milieu défini. Busquets, Pedri et Gavi. Et l'absence qui peut peut-être plus faire parler, c'est aussi celle de Sergio Ramos. Ramos, ça fait un moment qu'il n'est pas appelé par Luis Enrique. On sait très bien le type de centraux sur lequel Luis Enrique mise. Et c'est pas hyper surprenant de voir Ramos absent. Donc c'est un choix pas forcément facile à expliquer, mais c'est un choix d'un autre côté qui surprend pas vu le passif, on va dire, de Ramos avec Luis Enrique depuis que Ramos est arrivé au Paris Saint-Germain. Ouais, il y a une certaine continuité dans toute cette liste par rapport à ce qu'on a vu sur l'Euro et la Ligue des Nations. Est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu du 11 titulaire? Est-ce qu'on a des certitudes sur ce 11-là? Moi, je me rappelle qu'à l'Euro l'année dernière, il y avait énormément de rotation et que c'était un peu compliqué de définir ces joueurs titulaires. Est-ce qu'on peut partir peut-être sur une feuille de match? Ouais, alors il y a plusieurs incertitudes, mais au but, ce sera Unai Simon, c'est sûr. En latéral droit, je pense que ce sera Carvajal. Les centraux, il y a plusieurs paires possibles. Ce sera soit Laporte, Eric Garcia, soit Laporte, Pau Torres, soit Eric Garcia, Pau Torres. Je pense Guillamon, à mon avis, jouera même pas en tant que central. Je pense que Rodri a plus de chances de jouer en tant que central que Guillamon. Et latéral gauche, on sait pas. Soit Alba, soit Gaïa, on sait pas. Parce que autant Gaïa semblait avoir pas mal d'avance, autant Alba a fait un bon match en Ligue des Nations quand Luis Enrique lui a donné sa chance. Et il a même fait une petite sortie qui était un peu malvenue en disant merci à Luis Enrique de me donner ma chance, je vais pas le décevoir, ça fait hyper plaisir.
Et bon, Alba, il joue pas en club, quoi. Du coup, c'était vraiment un peu un exutoire pour lui, la sélection. Ça faisait très bizarre d'avoir un joueur qui est 3e latéral gauche dans son club et qui, tout d'un coup, remercie Luis Enrique de lui donner une chance, comme si Luis Enrique, c'était le seul qui voyait vraiment qu'Alba a des qualités. Milieu de terrain, Busquets, je pense, avec Pedri et Gavi en intérieur. Et pour ce qui est sur le front de l'attaque, on aura Morata, mais peut-être il y a des matchs où Luis Enrique fera le choix de jouer soit avec un faux neuf, soit avec un neuf qui n'en est pas vraiment un, du style Ferran Torres, Ansu Fati. Et après sur les ailes, là, je pense que ce sera l'endroit où il y aura le plus de turnover. Parce qu'il y a plein de profils qui sont différents, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont un peu dans la même catégorie, ils sont jeunes, ils peuvent être percutants, ils peuvent changer des choses depuis le banc, mais si tu les mets comme titulaires, ils peuvent aussi remplir un rôle très spécifique. Pour les ailiers, personnellement, c'est là où j'ai le plus de doutes. Ansu Fati, à mon avis, je le vois plutôt en sortie de banc parce qu'il n'est pas en forme et en sortie de banc, pour le coup, là, il peut vraiment être assez létal. Mais ça peut être Sarabia, ça peut être Dani Olmo, qui est pas vraiment un ailier, mais à qui Luis Enrique a fait vraiment confiance. Ça peut parfaitement être un Nico Williams, qui est peut-être l'ailier de l'Espagne le plus en forme actuellement. Bref, on a certaines certitudes, sachant que ça va quand même bouger, mais on a certaines certitudes pour le 11, sauf pour le poste des ailiers et du latéral gauche, je dirais. J'ai pour habitude de poser cette petite question, si tu avais un joueur à nous recommander, en tout cas à suivre, lequel ce serait? Je pense que c'est Nico Williams. Nico Williams, ça fait un petit moment qu'on en parle au Pays Basque, pour 2 raisons, parce que c'était le frère d'Iñaki Williams, et parce qu'on se disait quand même, Nico, c'est sérieux. Et on l'a très vite vu. Il est passé d'un joueur qui était très très électrique, qui pouvait faire énormément de différence sur son côté droit, qui avait un grand volume de choses qu'il créait, un joueur qui, toujours plus, peut commencer à marquer des buts, peut commencer à comprendre le jeu. C'est pas exactement la même chose de jouer avec l'Espagne de Luis Enrique qu'avec l'Athletic, soit de Marcelino, soit de Valverde. Mais il s'est bien adapté aux différents entraîneurs qu'il a eu, parce que quand il est rentré ou quand il a eu des minutes avec Luis Enrique contre la Suisse, notamment en Ligue des Nations, ça a été le joueur le plus en vue sur le terrain peut-être, parce que ce côté électrique a vraiment fait la différence. Je vais tenter de faire des dribbles, je vais affronter dans le 1 contre 1, mais aussi il faisait pas ça bêtement comme pouvait le faire parfois un Adama Traoré en sélection. Et Nico Williams, c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui est tellement plaisant à voir jouer parce qu'il va provoquer, parce qu'il va jouer les 1 contre 1, parce qu'il va dribbler. Et je pense que c'est peut-être avec Yeremy Pino le joueur le moins connu de cette sélection-là, si je ne m'abuse. Mais c'est un joueur qui vaut vraiment la peine d'être observé, parce que c'est du divertissement et parce que c'est des joueurs, des ailiers, comme on n'en fait plus tant que ça, j'ai envie de dire. Très intéressant. Bon, maintenant qu'on a un petit peu débroussaillé toute cette histoire autour de Luis Enrique, de la sélection, est-ce que tu peux nous établir un objectif précis pour l'Espagne sur cette Coupe du Monde? C'est vraiment difficile parce que on sait en Espagne que cette équipe, elle peut parfaitement sortir en 8e de finale, comme elle peut aller en finale. Vraiment, il y a des gens qui se marrent trop parce qu'ils disent c'est avec cette équipe-là qu'on va aller en finale. Tu vois, que c'est avec les Guillamon, c'est avec les joueurs qui sont pas fous, avec les Morata, avec les Pau Torres, dans le sens où on sait très bien que contre les grosses équipes, la préparation tactique de Luis Enrique, le fait que l'équipe soit absolument convaincue par son sélectionneur. Encore Pedri disait ce matin, si Luis Enrique me demande de me jeter d'un précipice, je le fais. On sait très bien que voilà, cette superbe préparation face aux équipes d'un point de vue tactique et d'un point de vue de la mise en place et la croyance en les principes du sélectionneur, ça peut faire de grosses différences. L'Espagne, elle était compétitive contre l'Italie à l'Euro, contre l'Italie en Ligue des Nations, contre la France en Ligue des Nations. Le Portugal, elle l'a battu en Ligue des Nations au terme d'un match qui n'était pas très bon, certes, mais elle l'a quand même battu. La difficulté de l'Espagne, c'est plutôt face aux petites équipes qui vont lui fermer les espaces. Et là, il n'y a pas forcément de miracle. Tu peux travailler tous les plans de jeu que tu veux, tu peux mettre en place toutes les idées que tu veux, que tu as travaillé à l'entraînement. Parfois, c'est une question de qualité individuelle. Si tu veux casser des défenses qui sont vraiment très basses, c'est une question de mettre tes occasions au fond. Et l'Espagne, à ce niveau-là, elle a un peu un problème. Donc, l'enjeu, c'est de sortir des groupes, un groupe qui n'est pas forcément facile, face à des équipes qui vont possiblement lui enlever des espaces, mais ensuite, face aux grandes équipes, en Espagne, on sait qu'on peut faire quelque chose. Et c'est pour ça que c'est difficile de donner un objectif, parce que contre les gros, l'Espagne, elle sera compétitive. Ça, j'en suis assez convaincu. Ce qui fera la différence, c'est est-ce que tu mets tes occasions, est-ce qu'à un moment donné, ton défenseur, Eric Garcia, Pau Torres ou Aymeric Laporte, commet une erreur, est-ce qu'Unai Simon, parfois, il se rate au pied parce qu'on sait que ça va arriver une fois ou l'autre
dans le tournoi. C'est une question de détails qui font que l'Espagne, franchement, elle peut tout faire dans cette compétition. Et au niveau des objectifs, Luis Enrique, il n'a pas voulu se prononcer. En conférence de presse, il a dit du style un truc, les objectifs, c'est être compétitif ou c'est jouer les matchs, ou c'était vraiment un truc très, 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 très bateau. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop. C'est intéressant, j'ai l'impression d'avoir exactement la même équipe que l'année dernière où on savait absolument pas où pouvait aller cette Espagne avec 3 matchs de poule horribles et puis après d'un coup ça avait commencé à dérouler, c'était hyper intéressant. Bon, en tout cas, merci beaucoup Elias d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre sur cette belle équipe espagnole que évidemment on a tous impatience de regarder à cette compétition, surtout qu'il y a un groupe assez sympa et une belle confrontation à venir avec l'Allemagne. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est une sélection qui, je trouve, est quand même vachement critiquée par rapport au football qu'ils arrivent à produire. Et dans la continuité de ce groupe, il y a une autre équipe qui joue quand même plutôt bien au foot, qui a récupéré un sacré entraîneur, c'est l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne, c'est pas un peu le profil de l'outsider parfait? Oui, ça peut l'être en effet. Tu as Hansi Flick qui connaît quand même, la majorité du 11 titulaire, donc voilà, c'est la phase de reconstruction pour eux après l'ère Joachim Löw. Mais voilà, en 2022, ça va pas fort non plus, hein. Je crois que c'est 2 victoires en 8 matchs. Donc faudra voir ce que ça peut donner. On a vu une sélection, l'annonce avec une surprise, Mario Götze qui est de retour. Est-ce que ça leur portera bonheur comme la dernière fois où il était présent lors d'une Coupe du Monde? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais je pense que voilà, faudra suivre, et ils peuvent totalement aller loin avec leur mentalité qu'on connaît. Et du coup, qui dit équipe de légende dit consultant de légende. Et là, pour le coup, 11e art a vraiment mis les petits plats dans les grands. C'est nul autre que Jean-Charles Sabatier, le commentateur et consultant de beIN Sport, qui est allé rencontrer Val. Et on écoute cet entretien incroyable. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Valentin. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bon alors, l'équipe d'Allemagne, un des grands favoris de la compétition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dynamique qu'il y a dans cette équipe depuis 3-4 ans? Alors on était resté, en termes de Coupe du Monde, on était resté sur une déception avec une élimination en phase de poule en 2018. Et depuis, comment ça a évolué? Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de cette équipe là sur cette compétition? Alors, effectivement, ça a évolué. Il était temps, effectivement, que ça évolue parce que depuis le titre de champion du monde en 2014, il y avait clairement une forme de décrépitude qui était due surtout, à mon sens, à la longévité de Joachim Löw, qui n'avait pas su peut-être redonner cette dynamique nécessaire après le titre mondial. Et progressivement, on a vu les premiers signes en fait d'une route qui n'était pas la bonne. C'était d'abord vrai à l'Euro 2016 et ça a été encore plus éclatant bien évidemment à l'occasion de la Coupe du Monde en 2018. Malgré ça, il est encore resté en poste. Faut dire que durant toute cette période, il y avait une véritable problématique de gouvernance au sein de la fédération allemande avec la nomination successive de plusieurs présidents qui restaient en moyenne 18 mois à leur poste. Et ce qui fait que on s'est pas attaché et attaqué aux véritables problématiques de la Nationalmannschaft pour en arriver donc à la catastrophe de 2018 et cet Euro 2021 qui a été extrêmement poussif, comme tout le monde s'en rappelle bien évidemment, avec une qualification à l'arrache en 8e de finale et une élimination logique sans pouvoir matcher face à l'équipe d'Angleterre. Il fallait donc faire quelque chose, et ce quelque chose a été fait rapidement après cet Euro-là, avec l'arrivée d'Hansi Flick, qui connaissait les résultats absolument incroyables en 18 mois de service avec le Bayern de Munich, et notamment cette période fabuleuse des 6 titres consécutifs remportés. Ça a été une surprise pour personne de voir arriver Hansi Flick, dans la mesure où c'était le fidèle adjoint de Joachim Löw, donc il connaît parfaitement la structure, il connaît parfaitement cette fédération allemande. Et c'était pour lui une forme d'aboutissement compte tenu de ce qu'il avait réalisé avec le Bayern. Hansi Flick, il avait été 111 fois à côté de Joachim Löw, à ses côtés, comme entraîneur adjoint de l'équipe d'Allemagne.
Donc, il maîtrisait parfaitement tous les codes. Il a un très bon relationnel avec Oliver Bierhoff. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les débuts ont été particulièrement intéressants avec une série d'invincibilité de 8 matchs, me semble-t-il, sur son entame en tant que sélectionneur. Par la suite, ça a été un peu plus compliqué, notamment sur les 2 dernières rencontres avec le revers contre les Pays-Bas et le match nul à Wembley, mais finalement ils ont été accrochés sur le retour des Anglais. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, en voyant la liste d'Hansi Flick, qu'il est surtout en train de préparer l'Euro 2024, en s'appuyant quand même sur des cadres extrêmement importants pour essayer de tenter quelque chose, en l'occurrence, tenter d'atteindre les demi-finales pour la coupe du monde et de toute manière, et ça sera pas très dur de pouvoir le réaliser, faire beaucoup mieux que ce qu'ils avaient fait en 2018. D'après ce que j'ai compris, ce que tu me dis, c'est que cette coupe du monde est plus une sorte de préparation pour les grandes compétitions à venir et pour vraiment relancer un cycle. Et quand on voit la sélection qui est là, c'est vrai qu'il y a des cadres qui sont là depuis plusieurs années, je pense à Thomas Müller notamment, mais c'est vrai que c'est encore une équipe qui est très très jeune. Moi, c'est ce que je ressens dans l'idée de la préparation pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Mais les ambitions affichées par Hansi Flick et plusieurs joueurs cadres de cette formation allemande, elles sont là pour la Coupe du Monde au Qatar, en mettant de côté, bien évidemment, toutes les péripéties et tout ce qu'on peut entendre autour de l'organisation de ce tournoi. Il y a une réelle volonté d'aller chercher quelque chose et surtout de rappeler que certes, il y a eu la Coupe du monde 2018, cet Euro 2021 qui n'a pas été complètement abouti, en tout cas en termes de jeu, et qu'on veut démontrer effectivement qu'avec cette nouvelle génération et tous ces talents qui composent cette équipe d'Allemagne, on peut réussir quelque chose et vraiment réintégrer à minima le top 8 du Gotha mondial à l'occasion de ce tournoi. Ça, c'est quand même un fait qui est établi et qui a été rappelé hier par Hansi Flick. En termes de, quand on regarde la liste, bon, il y a un poste sur lequel il y a pas trop d'incertitude, c'est le poste de gardien. Et même s'il y avait un problème avec Manuel Neuer, a priori, il y a des remplaçants derrière qui sont de très très haut niveau. Mais moi, quand je regarde un petit peu aussi la liste des attaquants, là encore, alors il y a la surprise Mario Götze. Bon, alors là, j'avoue qu'on s'y attendait pas du tout. Mais après, ça reste très très jeune et je me demande s'il n'y a pas aussi un manque de profondeur par rapport à cette liste-là. De profondeur, non, parce que le talent, il est clairement là et ce sont quand même, mine de rien, des joueurs qui sont ensemble à 80% depuis 2 ans, quasiment 18 mois. C'est une équipe qui est particulièrement intéressante dans sa globalité, en tout cas en termes de qualité intrinsèque. Après, effectivement, ça va être au niveau du mental que ça va se voir. C'est-à-dire que ce qui a été remarqué sur les dernières années et qui cassait avec les codes qu'on connaissait normalement d'une équipe d'Allemagne qui était généralement indéboulonnable, quelles que soient les circonstances dans un match, ça continuait d'avancer et tout ça. Depuis 2018, on a pu se rendre compte qu'il y avait une forme de romantisme, de nonchalance, de manque de réaction par rapport à certaines situations. Et ça a été, bon, bien évidemment, très explosif en Russie, face au Mexique ou alors face à la Corée du Sud. Maintenant, quand on détaille un petit peu cette liste, pour moi, la plus grande surprise et la première grande surprise, c'est la non-présence de Mats Hummels. C'est lui le vrai patron de la défense du Borussia Dortmund. Sur les 2 derniers mois, il reste sur des performances hyper costaudes et on pense bien évidemment à ce qu'il a pu réaliser en Ligue des Champions face à Manchester City. Mais c'est un vieux briscard, c'est un ancien de la génération 2014, vainqueur de la Coupe du monde. Et c'est là où on peut penser effectivement qu'on est dans cette dualité pour Hansi Flick, à savoir jouer ce tournoi à fond au Qatar, mais aussi commencer à préparer l'Euro 2024 parce qu'il préfère prendre Armel Bella-Kotchap, qui est un joueur qui doit être parfaitement inconnu pour le lambda français, plutôt que Mats Hummels. On rajoute dans cette jeunesse que tu évoquais il y a quelques instants, et effectivement sur la capacité de cette défense de l'équipe d'Allemagne à pouvoir surmonter les vagues qui lui sont très vraisemblablement proposées à partir des huitièmes de finale, parce qu'on peut globalement considérer que si c'est une équipe d'Allemagne sérieuse, comme elle l'a démontré à 90% du temps depuis que Hansi Flick est arrivé, ça devrait passer assez sereinement au niveau de la phase de poule. Pour revenir à Armel Bella-Kotchap, c'est un joueur de complément
qui sera pas un titulaire de base de cette équipe d'Allemagne et qui va pouvoir grandir aux côtés de ce qu'on peut attendre comme étant la défense centrale, en l'occurrence Antonio Rudiger et Niklas Süle. À mon sens, ça sera ça. S'il décide de partir avec une défense à 4, mettre Jonas Hoffmann à droite et Christian Günther à gauche, pour s'occuper notamment de ces fameux couloirs et cette projection offensive que veut Hansi Flick, et comme il l'avait mise en place notamment du côté du Bayern Munich. Quand on remonte un petit peu dans les lignes, il y a un milieu de terrain récupérateur qui est absolument indéboulonnable, qui s'appelle Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Ça, c'est la base, bien évidemment, du Bayern Munich, qui sera la colonne vertébrale de cette équipe d'Allemagne. Et puis, toi, tu annonces comme une énorme surprise la présence de Mario Götze. Pour moi, ça n'en est pas du tout une. C'était en revanche une attente énorme de pas mal d'observateurs du football allemand. Oui, parce que Mario Götze, depuis 2 ans et demi, 3 ans, il revient à son meilleur niveau. Il l'avait démontré la saison dernière sous la houlette de Roger Schmidt du côté du PSV Eindhoven. Alors là aussi, c'était moins sous les projecteurs de ce qu'on peut voir semaine après semaine au niveau du football européen. Et il y a eu le super coup qui a été réalisé par Markus Krösche, nouveau patron du sportif de l'Eintracht Francfort, de le faire venir à l'Eintracht. Au point de prendre la place de Jamal Musiala. C'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle et c'est pas le même statut non plus. Parce que c'est aussi dans l'équilibre de cette équipe d'Allemagne important dans cette jeunesse-là de ramener et d'avoir des joueurs que j'appellerais statutaires, mais dans le sens où ils seront force d'exemple et ils vont pouvoir soutenir les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et on s'est rendu compte, notamment dans les phases de préparation ou alors à l'occasion des matchs de Ligue des Nations, c'est que pendant 60 minutes, on pouvait avoir un jeu absolument flamboyant qui matchait particulièrement bien, notamment au niveau de l'offensive, et avoir 30 minutes de quasi blackout où tout le monde se perd, que ce soit dans le système défensif et dans le système, ou alors dans le système offensif. Or, dans ces situations-là, Manuel Neuer, Joshua Kimmich et Thomas Müller seuls peuvent pas remettre un groupe en place. C'était pas possible. Donc il fallait aussi avoir la capacité de pouvoir ramener ce type de joueur-là. C'est un taulier, c'est le buteur de la finale de la Coupe du Monde 2014. C'est un joueur au talent absolument phénoménal qui fête tout juste ses 30 ans, hein, mine de rien. Mario Götze, on a l'impression qu'on en parle depuis une éternité, mais il fait... On en parle depuis une éternité, il a Ouais, commencé très jeune. Il fête tout juste ses 30 ans. Et il va apporter quelque chose de très très fort, effectivement. Après, pour revenir à Jamal Musiala, il fait un début de saison qui est absolument fantastique. Il a jamais que 19 ans. La vérité du mois de septembre, octobre, ça sera pas forcément celle du mois de décembre. Il va falloir aussi savoir le ménager. Et Jamal, il a aussi cette particularité et cette capacité d'être un super joker, quel que soit l'effectif. Il le démontre au Bayern Munich, comme il l'a déjà démontré avec l'équipe d'Allemagne. Donc ça va apporter cette complémentarité qui pourra permettre à Hansi Flick sur un poste de pouvoir gérer au mieux la situation de 3 joueurs, à savoir Götze, Thomas Müller et Jamal Musiala. Ok. Si dernière petite question, du coup, si tu devais... tu avais évidemment déjà cité beaucoup de noms, mais si tu devais donner le nom du joueur à suivre de cette équipe, bon, évidemment, je pensais que tu allais me parler de Jamal Musiala un petit peu plus en détail, mais du coup, si tu as un nom à donner en particulier pour les gens qui aiment regarder un joueur en particulier, qui tu donnerais? Je peux faire une parenthèse sur Jamal Musiala, que je relierai directement avec Youssoupha Moukoko, parce que vraiment, toute cette génération absolument incroyable qu'on a de jeunes joueurs, et on peut y relier Kai Havertz, qui est aussi un genou, Karim Adeyemi, qui a 20 ans, mais le symbole, c'est Jamal Musiala et Youssoupha Moukoko, qui au moment où on se parle a toujours 17 ans, il fêtera ses 18 ans le 21 novembre prochain. Voilà, ça, c'est la nouvelle génération qui est en train d'émerger, et ce sont 2 joueurs qui sont en tout cas en style de jeu
différents, mais qui offrent chacun, dans leur style, des options hyper intéressantes sur le front offensif. Et c'est vraiment des joueurs type X-Factor qui sont capables de décanter une situation. Jamal a un peu plus d'expérience, peut-être que Youssoupha ou Moukoko, qui n'a pas été tout de suite un titulaire indiscutable dans l'attaque du Borussia Dortmund, ça l'est plus aujourd'hui, compte tenu de la situation du club. Et vraiment, ces deux-là sont des joueurs qui sont particulièrement attendus. Mais avec l'intelligence de gestion de groupe d'Hansi Flick, on peut imaginer qu'ils seront mis en place de manière progressive pour monter en puissance dans ce tournoi-là. Et l'objectif majeur étant pour eux, bien évidemment, l'Euro 2024. Pour revenir aux joueurs que je vais suivre, je vais revenir sur Mario Götze parce que ça peut être l'immense histoire de cette campagne à Doha pour l'équipe d'Allemagne. Ça peut être une histoire absolument incroyable. Il avait connu après le titre mondial 2014 pas mal de pépins, notamment de galères physiques, des difficultés à pouvoir se relancer complètement, parce qu'il faut pouvoir la gérer aussi, cette pression énorme de pouvoir être le héros de tout un peuple, avec ce but absolument extraordinaire qui marque à la finale de la Coupe du Monde 2014. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le revoir une nouvelle fois, mais la transversale de Schürrle, le contrôle de la poitrine dans la course avec la reprise de volée petit filet opposé, je veux dire, il y a très peu de joueurs qui sont capables de réaliser ce type de geste. Et ils nous créditent depuis des semaines, et ça a notamment été flagrant en Ligue des Champions, d'un jeu et d'une technicité et d'une intelligence au niveau de la distribution qui profite surtout à Randal Kolo Muani qui doit adorer jouer à ses côtés avec l'Eintracht Francfort. C'est vraiment un joueur qui monte en puissance et je pense que ça peut être une énorme histoire pour l'équipe d'Allemagne. 8 ans après, le grand retour, ça galvanise pas mal de joueurs dans cette équipe et ça redonne vraiment un coup de boost. Moi, c'est vraiment celui que je vais regarder avec une grande attention à l'occasion du premier match face au Japon. Très bien. Écoute, on tâchera de te faire des petits focus aussi, nous, sur Mario Götze, parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on avait adoré à l'époque, notamment aux premières années à Dortmund, et qui était un joueur absolument formidable. Donc, on va pouvoir profiter de ce joueur et évidemment de toute cette équipe d'Allemagne qui est, sur le papier, peut-être une des équipes les plus attrayantes de cette compétition, en tout cas de par sa jeunesse et la nouveauté de son entraîneur qu'on a vu déjà très performant. Donc, un gros challenger dans cette équipe. En tout cas, merci beaucoup Jean-Charles d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. C'était un immense plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Et on continue pour la preview de ce groupe. On remercie infiniment Jean-Charles Sabatier parce que on est bien conscient de la chance qu'on a de l'avoir dans ces previews et on espère que l'Allemagne ira loin juste pour l'entendre dégommer les micros sur les buts de Thomas Müller ou autre. Il y a dans ce groupe, on l'a dit, il y a deux nations qui sont au-dessus du lot. En tout cas sur le papier, c'est l'Espagne et l'Allemagne, mais il y a une autre équipe qui peut être un peu la surprise et qui peut vraiment embêter ces deux nations, c'est le Japon. Le Japon qui était une équipe qu'on connaissait pas du tout il y a une dizaine d'années de ça, bon peut-être un peu plus, et qui petit à petit avec des Minamino, avec d'autres joueurs qu'on a appris à découvrir, beaucoup de joueurs japonais se sont exportés en Europe. Et ben on se demande si cette formation elle peut pas créer une petite surprise dans ce groupe. Ouais, c'est clair. Après, ouais, en plus, il faut surtout citer le fameux Kamada qu'on connaît bien, nous les Marseillais. Ouais, je voulais pas en voilà, parler. mais et voilà, c'est vrai que c'est une équipe un peu excitante parce que tu as quand même des beaux joueurs de ballon, la Mito de Reims, voilà, tu as des joueurs qui sont quand même assez intéressants. Et surtout, j'ai vu une petite stat, c'est que sur leurs 6 dernières participations, une fois sur deux, soit ils font 8e, soit ils sont éliminés de la phase de poule. Et on sait qu'à la dernière Coupe du Monde, ils étaient en 8e de finale. Donc on verra, on verra ce que ça peut donner. Mais bon, on va laisser surtout Val qui a pu rencontrer Kylian, qui tient un compte Twitter et qui travaille notamment avec Fausse Touche et qui sûrement pourra en parler bien mieux que nous. Salut Kylian, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission pour cette petite preview dédiée au Japon. J'ai une première question pour toi. Le Japon, on l'a vu à la Coupe du Monde 2018, était dans une phase plutôt ascendante footballistiquement parlant. Où est-ce qu'elle en est 4 ans plus tard et quelles ont été les évolutions depuis ce dernier mondial ? Je pense que le Japon progresse.
quand même, le football japonais est constamment en évolution, mais on le voit pas forcément dans les résultats parce que les résultats ont été quand même assez décevants, les qualifications. Et puis globalement, on va dire que ce qui est mis en place à la tête à la ligue et puis plus simplement le sélectionneur ralentissent un peu la progression du football japonais quand même, malgré le nombre de talents qui explose et chaque génération est meilleure que la précédente à l'heure actuelle. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la Bah, Fédé? la Fédé, c'est un peu comme partout, hein, c'est un peu copinage et compagnie. Voilà, et c'est la preuve avec le sélectionneur Moriyasu qui a clairement pas sa place pour gérer une sélection aussi ambitieuse. Mais voilà, il est là. Sa place est pas remise en cause malgré les résultats très, on va dire, compliqués qu'on a eu. Surtout, par exemple, le dernier en date, c'est la défaite en Kirin Cup face à la Tunisie en finale 3-0 sur un match qui était pourtant abordable quand même par rapport à ce qui avait été vu avant. La liste qui a été faite derrière là pour le mondial est quand même assez. On peut le remettre en question sur quelques points. Et voilà, globalement, Moriyasu, c'est vraiment la preuve que le copinage est, on va dire, très, très, très présent dans la tête du football japonais. Et du coup, ce Hajime Moriyasu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où il vient? Est-ce qu'il a quand même essayé de mettre en place quelques préceptes de jeu ou on est sur Ah, du néant complet? Alors, il était adjoint du sélectionneur, dont j'ai totalement oublié le nom, ça me reviendra, mais du sélectionneur qui a emmené le Japon à la Coupe du Monde 2018. Il est donc un an après, donc en 2019, il y avait la Coupe d'Asie. Donc, grosse déception, élimination, enfin, et finale, certes pour le Japon, mais défaite 3-0 contre le Qatar, qui était encore une fois largement abordable, un match absolument catastrophique. Et globalement, Moriyasu, c'est impossible de donner la tendance de ce qu'il essaye de mettre en place. Il y a, on va dire, un jeu de possession quand même, très axé sur la possession, un peu, un peu dans ce qui se fait en Espagne et tout. Ça va pas être de la transition rapide, des choses comme ça et tout, même s'il a essayé d'en mettre en place. Globalement, voilà. Et puis Japon, on va dire que c'est quand même c'est fort contre les faibles et des fois ça a tendance à galérer contre les forts et donc globalement c'est vraiment impossible de savoir ce que réellement Moriyasu met en place parce que chaque match est différent, chaque match, même si quand même globalement on s'ennuie énormément devant le Japon. On a plus l'équipe un petit peu attractive qu'on avait eue du coup en 2018 et pourtant il y a quand même une certaine continuité dans les joueurs. Il y a quand même une liste de joueurs qui sont connus et reconnus en Europe un peu partout, que ce soit en Allemagne, en France, en Espagne. Je pense à des joueurs comme Kubo qui joue à la Real Sociedad cette année, Mitoma qu'on a pas mal entendu parler nous avec Brighton et l'Union Saint-Gilloise l'année dernière. Il y a Kamada, il y a Minamino, c'est des joueurs qui sont quand même un peu reconnus au niveau européen. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la sélection et tu t'évoquais tout à l'heure les choix un peu contestables de l'entraîneur ou est-ce que à quel niveau il se situe? La grosse surprise, c'est parmi les Japonais du Celtic, seul Maeda qui est présent. Donc Atate et Kyogo qui sont absents. Ils avaient déjà été testés en sélection, surtout Kyogo, mais ils ont jamais convaincu du sélectionneur qui fait que ça matchait pas. Mais on s'attendait quand même à les voir. Kyogo qui fait une énorme saison. Atate, même s'il est assez irrégulier, il aurait quand même pu apporter beaucoup de choses, d'autant qu'il est très polyvalent. Il peut jouer latéral gauche, il peut jouer ailier gauche, il peut voilà. Mais du coup, ils ont été absents. T'as aussi Nagatomo, 36 ans, qui est vieillissant. Après, malheureusement, il n'y a pas trop de latéral gauche de latéraux gauche qui peuvent vraiment postuler, mais quand même, le voir, c'est particulier. Au cage, le gardien Shuichi Gonda, qui est pas titulaire indiscutable, mais pas loin avec le Japon, alors qu'il a envoyé Shimizu, là, c'est officiel, ils ont été relégués en 2e division est globalement assez catastrophique. Que ça soit sur sa ligne, dans les sorties, son jeu au pied, il y a vraiment rien qui va, mais pourtant il est indétrônable. Mais il y a vraiment il y a fortes chances qu'il soit vraiment ami avec le sélectionneur pour être autant présent. Voilà. Et du coup, ça et l'absence du coup, comme je disais, d'Atate, de Kyogo, on aurait bien aimé voir Sugawara de la Z Alkmaar aussi, qui est très prometteur. Voilà. Récemment, encore un choix incompréhensible qui a eu lieu hier,
c'était du coup le 7, c'est Nakayama, latéral gauche titulaire, qui s'est blessé et qui a été remplacé dans le groupe par Shuto Machino, attaquant de pointe. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on avait déjà pas beaucoup de latéraux gauche, on en aura encore un de moins. Et qui a été remplacé par D'accord. un avant-centre, donc ce qui fait qu'on aura 4 avant-centres à la Coupe du Monde, sachant que Très bien. Maeda est utilisé comme avant-centre, et pour une seule place. Donc ça va être quelque chose là aussi. D'accord. Voilà. Mais et donc, parce que là, tu as cité beaucoup de joueurs, mais il y a quand même des joueurs, il y a quand même des joueurs solides dans cet effectif Oui, qui par est-ce que contre, tu peux nous détailler un petit peu la colonne vertébrale des titulaires en puissance, ah ouais. Parce qu'en gros, vraiment, c'est le banc qui me fait peur. Parce que l'effectif, le 11 type, il peut vraiment faire quelque chose sur le papier. En défense centrale, on aurait Yoshida, du côté qui joue à Schalke, qui, même s'il commence à être sur le déclin, c'est le capitaine de la sélection, c'est le taulier. Il disputait tous les matchs en défense, voilà. Avec lui en défense centrale, on devrait, s'il a réussi à faire sa préparation, on va avoir le retour de Ko Itakura, qui était blessé, mais qui a monté d'un cran et qui est vraiment pas indiscutable, mais presque, qui mettrait presque Tomiyasu sur le banc. Tomiyasu qui devrait jouer latéral droit, logiquement, à moins que Sakai y joue. C'est une interrogation. Tomiyasu, est-ce qu'il va jouer en défense centrale ou est-ce qu'il va jouer à droite? Ou est-ce qu'il pourrait jouer à gauche aussi, comme il a été testé à Arsenal? Le milieu, c'est vraiment le point le plus intéressant. On va avoir un milieu à deux avec Morita du Sporting qui fait une super saison et Endo de Stuttgart qui est vraiment indétrônable. Avec Kamada un peu en 10, voilà, donc un milieu très technique. À droite, du coup, Junya Ito aussi qui est excellent à Reims, qui a vraiment, j'ai vu la stat, je crois pendant les éliminatoires, il a été sur l'ensemble des buts du Japon, donc il n'y en avait pas énormément, il a été impliqué dans 9 buts. 9 ou 10 buts, donc il a OK. clairement emporté le Japon offensivement pendant les éliminatoires, et sans lui, clairement, c'est même pas sûr qu'on finissait dans le top 3. Vraiment, hein, il était impressionnant. Et à gauche, du coup, Minamino. Et Dieu sait que ça me fait mal de le dire, mais il est devant Mitoma dans la hiérarchie, malgré des performances encore plus catastrophiques ces derniers mois en sélection qu'en club. Et devant, Ayase Ueda du Cercle Bruges semble être le plus. Il y a un gros problème d'avant-centre au Japon et c'est peut-être celui qui répondrait le mieux à la problématique, on va dire. Parce qu'il est assez polyvalent, il peut tout faire. OK. Bon, bah, merci beaucoup pour ce petit détail de l'équipe, potentiellement titulaire qui devrait démarrer. Est-ce que parmi ces joueurs ou même parmi les remplaçants, tu en aurais un à recommander en particulier? Je sais que tu as fait un point assez précis Ah, sur Junya Ito. Est-ce Junya qu'il y en Ito, a forcément. ouais, Parmi les remplaçants, forcément, Kaoru Mitoma, qui est absolument exceptionnel. Je ouais. le suis depuis son arrivée à Kawasaki, donc il est assez impressionnant. Parmi les joueurs à suivre, du coup, forcément Kamada. Et en surprise, ouais, attention à bien voir Ayase Ueda. Il a eu des débuts un peu pas délicats, mais un peu moyens avec le Cercle Bruges. Depuis quelques matchs, il cartonne. Et donc, s'il est titulaire à la sélection. Et pourquoi pas un autre nom qu'on devrait assez peu voir, mais que j'aime beaucoup, qui joue en J-League, c'est Yuki Soma. Une des surprises, mais une bonne OK. surprise quand même, hein. Tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il méritait sa place. Je sais pas s'il risque de pas jouer beaucoup. Il progresse progressivement de saison en saison. Il devrait sûrement rejoindre l'Europe cet hiver d'ailleurs. Et du coup, ça va être un joueur à suivre, même s'il ne devrait pas beaucoup jouer. Et voilà. Très bien. Dernière question avant de te libérer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est l'attente, sur place? Comment est-ce que, le Japon attend une compétition comme ça? Maintenant que, bah, le Japon est quand même assez habitué à jouer des coupes du monde. Est-ce qu'il y a une attente particulière ou est-ce que c'est un événement un peu lambda? Ah non, il y a une attente particulière. Le football au Japon, c'est en croissance, en forte croissance. Je vais y arriver. Ces dernières années, la popularité augmente. Et le problème des Japonais, c'est qu'ils ont tendance à pas dénigrer leur équipe, mais mettre plus en valeur les autres équipes que la leur. En plus, beaucoup de Japonais fans de l'Espagne. Le Real Madrid et le FC Barcelone, sûrement les deux équipes les plus populaires au Japon, plus populaires que les clubs locaux. Quand même de moins en moins ce sentiment, même s'il est toujours fort du coup de se minimiser par rapport aux autres.
Et donc globalement, la sélection est très soutenue. C'est aussi rare, mais les Japonais qui ont l'habitude, en principe, de rarement contester, contestent beaucoup. Je vois passer sur Twitter vraiment beaucoup les choix de Moriyasu. Donc c'est assez pas surprenant, mais on va dire qu'il y a davantage d'implication dans la sélection, dans la manière de la supporter. Donc je pense que c'est la Coupe du Monde peut-être la plus attendue après celle de 2002. Beaucoup de supporters féminins d'ailleurs, c'est assez important de le dire parce que c'est vrai que en France, en Occident, on a tendance peut-être un peu à pas dénigrer, mais à moins considérer les supportrices féminines. Au Japon, il y en a vraiment beaucoup et voilà. Je tenais à le dire et c'est assez intéressant. Ouais. Très intéressant. Bah, c'est peut-être un sujet qu'on évoquera dans l'une de nos chroniques pendant la quotidienne, l'impact des supporters, des supportrices au Japon. Merci beaucoup, Kylian, de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler de cette sélection japonaise. Merci de l'invitation aussi. C'est toujours un plaisir de parler du Japon. Merci beaucoup à Kylian et merci à Val qui, comme vous l'entendez, a passé toutes ses journées enfermé dans sa chambre à enregistrer des chroniques. Il a rencontré du beau monde, mais il a aussi beaucoup bossé, donc on le remercie pour ça. Et le dernier du groupe, c'est peut-être l'équipe qu'on connaît le moins, le Costa Rica. Qu'est-ce que cette équipe a espéré dans ce groupe? Est-ce qu'ils sont condamnés à la dernière place, 0 points, 0 but marqué, ou ils peuvent nous surprendre? Bah écoute, Alex, moi je suis un peu comme toi, je connais pas grand-chose en dehors de Keylor Navas et de l'inusable Joel Campbell. Ah si, j'ai appris quand même un petit truc, c'est qu'il y a un autre Luis Suarez sur le marché et celui-là il est coach. Et non, c'est pas le sombre joueur de l'Olympique de Marseille qui a fait une entrée merveilleuse contre Tottenham. Mais non, c'est bien leur coach. Il a quelques refs au niveau des sélections internationales. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Zach a pu rencontrer Diego. Et Diego, je pense qu'il s'y connaît un peu plus que nous pour parler de cette nation et voir ce qu'elle peut espérer. Salut Diego. Salut Zach. Et aujourd'hui, on va parler de la sélection du Costa Rica. Une sélection qui se retrouve dans un groupe assez compliqué, le groupe E qui est composé de l'Espagne, du Japon et de l'Allemagne. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux me décrire rapidement la dynamique du Costa Rica ces dernières années, surtout au niveau des résultats? Ouais, du coup, tu fais bien de parler de la poule parce que c'est ce qui est vraiment terrible pour le Costa Rica, qui est vraiment dans une très belle dynamique et qui se retrouve dans une des poules les plus compliquées, si ce n'est la plus compliquée de cette Coupe du Monde. Mais la dynamique est plutôt bonne. Si on devait revenir un peu sur l'historique récent du Costa Rica, je pense que tout le monde qui était en âge d'avoir vu la Coupe du Monde 2014, on sait que pour le Costa Rica, c'est l'année de tous les exploits pour le football costaricien, où les Ticos sont allés en quart de finale quand même, et ils n'ont perdu en quart de finale que face aux Pays-Bas en demi, au tir au but. Ils ont pas pu se qualifier en demi à cause des tirs au but. Et donc du coup, en fait, le Costa Rica vit un peu avec cette date-là, cette date de 2014 comme étant la performance ultime que la sélection a réalisée. Faut pas oublier que 2014, ils sont dans une poule avec l'Italie, l'Uruguay et l'Angleterre, et qui finissent la poule à la première place avec 7 points, quoi, en ayant battu à la fois l'Italie et à la fois l'Uruguay. Donc en fait, c'est vraiment un exploit. Je pense que c'est un des plus grands exploits qu'on ait pu voir dans les coupes du monde récentes. Donc après, les performances ont été vraiment en dents de scie. Je pense qu'il y a un énorme contre-coup. Il a fallu continuer avec cette génération qui avait réussi un exploit tellement hallucinant que c'était très compliqué de faire mieux et surtout c'était compliqué de maintenir un niveau aussi incroyable. Et Coupe du monde 2018, la poule est un peu plus facile, mais finalement le Costa Rica se fait sortir assez rapidement. Alors la poule, elle est composée de la Serbie, du Brésil et de la Suisse. Et en fait, finalement, la Costa Rica rate son premier match contre la Serbie avec une défaite. Et évidemment, après, tu perds contre le Brésil. Donc voilà, t'avais presque plus d'espoir. Donc on n'était pas sur une dynamique très positive depuis 2014. On sentait que le Costa Rica cherchait un second souffle. Et ils ont failli ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde parce que leur première phase de qualif, là, qui a commencé à l'été 2021, a vraiment été pour le moins catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot.
Il me semble qu'il y a eu une seule victoire, c'était contre le Salvador, mais sinon ils ont perdu contre les États-Unis, contre le Mexique, contre le Canada, et ils ont fait que des nuls contre les équipes moyennes. Et le Costa Rica a fini par obtenir la 4e place sur le gong et à se qualifier dans un barrage ensuite qu'ils ont disputé face à la Nouvelle-Zélande. Mais du coup, la dynamique est très bonne parce que le Costa Rica a finalement changé de coach après cette série assez mauvaise. Et finalement, le Costa Rica a été la meilleure équipe de la zone CONCACAF sur la phase retour. Ils n'ont perdu aucun match sur cette phase retour. Ils ont fait 6 victoires et un nul. Et le nul, c'est contre le Mexique au Stade Aztec de Mexico. Donc c'est dire la performance du Costa Rica qui a fait toute une série de victoires. Et voilà. Et ensuite, ils ont disputé ce match de barrage contre la Nouvelle-Zélande qui s'est passé plutôt bien. Donc voilà pour la dynamique, c'est-à-dire une dynamique très bonne en 2022 après plusieurs années à errer et à trouver un collectif, mais peu d'optimisme, surtout au vu de la poule. Bah, tu l'as rapidement mentionné, là on va arriver aux forces en présence. On va d'abord commencer par parler du sélectionneur. Alors est-ce que tu peux le présenter rapidement et nous dire s'il a mis en place un style de jeu particulier et comment ça se passe au sein du vestiaire, comment il est perçu par ses joueurs? Bah, c'est un gars qu'on connaît pas mal dans la zone, c'est Luis Fernando Suárez. C'est un entraîneur colombien qui a beaucoup entraîné en Colombie. C'est un entraîneur que la France a déjà affronté parce qu'il était sélectionneur du Honduras en 2014, quand la France a été dans la poule du Honduras. Mais voilà, c'est un coach qui a beaucoup entraîné en Colombie, il a vraiment entraîné les plus grands clubs de Colombie, hein. L'Atlético Nacional, le Deportivo Cali, Tolima. Il a ensuite pris, donc, comme je te dis, le Honduras. Il a coaché, il est retourné en Colombie. Là, il a repris la sélection du Costa Rica. Ça s'est très mal passé au début, comme je te l'ai dit, hein, parce qu'il y a eu cette fameuse Gold Cup et la première phase de qualification à la Coupe du Monde qui a vraiment pas été bonne du tout. Moi, je pense pas qu'il ait imprégné un style particulier au Costa Rica. Je dirais que c'est un coach plutôt défensif. Il essaie avant tout d'avoir une sélection solide. Voilà, Luis Fernando Suárez, c'est ni un apôtre du beau jeu, ni un coach qui va s'inscrire dans la continuité. Je pense que c'est un gars qui a dû avoir une vingtaine d'équipes différentes sur les 30 dernières années, sur les 20-30 dernières années. Je pense que c'est pas plus mal pour le Costa Rica, là, en tout cas pour cette compétition, puisqu'il a réussi à redresser lui-même l'équipe. Et voilà, je pense qu'on peut partir du principe que le Costa Rica, c'est une équipe qui va tenter d'être solide face à ses adversaires, d'autant qu'elle va probablement subir face à l'Espagne, face au Japon, face à l'Allemagne, et que le but, ce sera ensuite de faire briller les quelques joueurs talentueux et offensifs au milieu de terrain et devant pour tenter de placer des estocades. Mais on n'est pas sur un style non plus flamboyant. Il y a plutôt une bonne défense. Si je regarde la belle série qu'a fait le Costa Rica sur la phase retour de qualif, il me semble que le Costa Rica encaisse seulement 2 buts en 7 matchs. Voilà. Et à chaque fois, c'est des matchs que le Costa Rica a gagné 2-1. Donc on peut parler vraiment d'une défense plutôt solide avec des vieux briscards. Et le coach va vouloir avant tout miser sur cette défense-là, quoi. Ouais, donc j'allais arriver aux joueurs, donc une sélection qui a l'air de s'appuyer quand même sur une génération très expérimentée et voire en fin de cycle. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les piliers de la sélection, mais aussi les quelques joueurs à potentiel qui pourraient se révéler pendant la compétition? Alors c'est intéressant le Costa Rica parce que c'est vraiment une sélection éventail, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs sont soit des joueurs trentenaires bien, bien installés, soit des tout jeunes, à peine 20 ans, et qui sont des pépites qui sont déjà en Europe. Mais tu as l'impression qu'il y a un trou générationnel au milieu avec très peu de joueurs qui auraient entre 22 et 30 ans. Donc si on reprend l'équipe victorieuse de sa poule en 2014 et auteur d'une épopée incroyable pour un pays comme le Costa Rica, si on doit repartir d'en bas avec la colonne vertébrale, on retrouve évidemment Keylor Navas. En défense, le Costa Rica va forcément arriver à 4. Je pense qu'il y aura pas de défense avec 3 centraux, hein. On va partir sur une charnière à 2 avec des latéraux
pas trop offensif non plus. Et on est aussi, encore une fois, sur des vieux briscards, quoi. On repense à Oscar Duarte, Brian Oviedo, il y a Kendall Waston. Tout ça, c'est des mecs qui ont entre 32 et 35 ans. Et c'est ces jeunes joueurs-là qui vont donc disputer leur 3e Coupe du Monde d'affilée, qui vont être les piliers de la sélection. Donc si on peut donner au moins une qualité au Costa Rica, c'est vraiment le fait que les joueurs auront très peu de pression parce qu'ils savent ce que c'est que de disputer une Coupe du Monde. La plupart sont là depuis au moins 10 ans et ils ont tous au-delà de 70 sélections, on va dire. Ensuite, si on continue de monter et qu'on va au milieu, bah, encore une fois, on se retrouve avec des vieux briscards. Il y a Celso Borges, qui est milieu défensif. Lui, il a plus de 155 sélections. On retrouve Brian Ruiz. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce 10 élégant, un peu à l'ancienne, vraiment qui pue le football. Bah, lui aussi, il a 37 ans, il a 150 sélections. Bon, je pense qu'il ne jouera pas titulaire hein, parce que vraiment, il est très lent et vraiment le poids des années se fait ressentir. Mais en tout cas, ce sera le capitaine du groupe et c'est sûr qu'on le verra au moins entrer en jeu. Tejeda qui avait joué, il me semble, à Lévian Tonon Gaillard, qui est milieu défensif. Donc voilà, lui aussi c'est un trentenaire. Et devant, on a Joel Campbell qui avait joué un petit peu à Lorient, qui avait été un espoir de Arsenal. Pareil, il a 30 ans, il a plus de 120 sélections. Et puis Johan Benegas qui a 33 ans. Donc on est vraiment, je pense, sur un 11 type, probablement le plus vieux de la Coupe du Monde. J'ai très peu de doutes sur le fait que ce sera l'un des 11 les plus vieux du plateau. Voilà, c'est à peu près l'équipe type que je viens de te donner. Dedans, on peut aussi citer des petits jeunes qui commencent à s'imposer, qui ont commencé à être sélectionnés au moment où le Costa Rica allait pas bien du tout après la phase aller des qualifs. Et c'est des jeunes qui vraiment sortent presque de nulle part, qu'on a vu dans des clubs presque obscurs du Costa Rica. Enfin, moi, je suis allé dans le village où Brandon Aguilera, donc c'est un petit gamin de 19 ans qui a à peine 4 sélections, mais que j'ai vu rouler sur la sélection des États-Unis au mois de mars, qui a un petit 10 un peu à l'ancienne, un petit 10 de poche. Ouais, c'est un gars, il y a un an, il jouait encore sur des terrains avec des trous, enfin au milieu de la jungle du Costa Rica et qui aujourd'hui a été acheté par Nottingham Forest. Et à côté de Brandon Aguilera, je pense que s'il y a un jeune joueur à suivre, c'est Jewison Bennette. Lui, il a 18 ans et il joue à Sunderland. Donc il alterne le banc et les titularisations parfois avec Sunderland. Il a déjà marqué en 2e division anglaise, donc en Premiership. Et je pense que s'il y a 2 joueurs qu'on pourrait suivre, c'est eux, quoi. C'est Jewison Bennette et Brandon Aguilera, qui sont des. Alors Aguilera plutôt un numéro 10 et Jewison Bennette qui est plutôt un ailier, mais qui pourrait jouer aussi dans l'axe en tant que 9. D'ailleurs, il a le numéro 9 dans le dos, mais il est plutôt ailier gauche, quoi. Ok. Bah, merci pour ce résumé assez complet. Bah, c'est ce que j'allais te demander par la suite. Si toi, tu devais recommander un joueur en particulier pendant la compétition, donc pour toi, ça se jouerait entre Bennette et Aguilera du coup? Ou t'en aurais peut-être un autre? Non, je pense que Bennette, franchement, je pense que c'est vraiment les 2 espoirs du Costa Rica. Et si vous voulez mon avis, quel joueur il faut suivre? Bah moi, je conseille à tout le monde de regarder les 3 derniers matchs de Brian Ruiz avec la sélection du Costa Rica. C'est un joueur délicieux. Il avait marqué contre l'Italie en 2014. Il avait roulé sur l'Uruguay en 2014. C'est vraiment le genre de numéro 10 qu'on ne reverra plus. Et voilà, même si c'est pas un joueur qui va signer dans un grand club, profitons encore de ce joueur-là parce que c'est vraiment la légende du pays. Bah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Diego pour cette petite preview. Je pense qu'on a appris pas mal de choses, donc c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Zach. À une prochaine. Ok, bah intéressant cette analyse. C'est peut-être le plus beau groupe de cette phase de poule. Est-ce que Bilal, tu peux te mouiller et me faire un petit classement de comment ça va se terminer? Alors, je sais pas si on peut considérer que je vais me mouiller avec le pronostic que je vais proposer, mais clairement, je vois les 2 gros, les 2 favoris se qualifier parce qu'en face, en fait, le truc, c'est que le Japon et le Costa Rica, j'ai pas l'impression que ce soit des équipes qui n'ont plus des certitudes. Et à partir de ce moment-là, pour challenger ces 2 gros habitués à ces compètes-là, ça me paraît un peu difficile. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vois bien Espagne 1, Allemagne 2, Japon 3 et Costa Rica dernier, malheureusement. Mais bon,
on a déjà été surpris plus d'une fois dans la phase de poule. Bilal, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. Je te remercie. On se rapproche doucement là, hein, ça commence dans 5 jours. On a hâte d'y être après pas mal d'hésitations au début de ces previews. On se retrouve demain évidemment pour la suite et le détail des groupes à venir et on vous souhaite à tous une très belle journée.